La 12e conférence des présidents des parlements africains a vécu à Johannesburg avec la participation active de la RDC par son président de l'Assemblée nationale. Une occasion pour Vital Kamerhe d'appeler les pays africains à bannir la guerre et à cultiver l'unité sur le continent. Augmentation effective des recettes judiciaires après la bancarisation. Une somme de 444 millions de francs congolais a été collectée en un mois. L'annonce est du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le processus de Luanda ainsi que la crise sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays ont dominé les échanges entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les ministres angolais des Affaires étrangères. Ce dernier était porteur d'un message du président angolais, médiateur dans le conflit entre Kinshasa et Kigali. Je vous propose d'écouter le diplomate angolais. À part nos relations bilatéral, le président Lorenzo assume la médiation pour la recherche d'une solution au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, nous, en tant que ministre, ma collègue, ma sœur Thérèse et moi, et le ministre rwandais, nous nous sommes réunis justement dans la ville de Luanda pour travailler sur ce processus. Et comme vous savez, tout processus a des niveaux. Et il faudrait bien qu'après avoir travaillé entre nous, que les choses montent jusqu'à notre hiérarchie. Je ne connais pas le contenu du message, mais selon les discussions que nous avons eues avec son Excellence, le président de la République, qui a bien voulu nous recevoir et que nous remercions, les travaux que nous avons, que nous sommes, parce qu'on n'a pas encore fini, en train de faire avec ma collègue ici de la RDC, y compris notre collègue, le ministre du Rwandais. Donc, partant de la réunion de Luanda, ont été abordés pendant cette audience que le président de la République a bien voulu nous accorder. Les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux, ont été reçues par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi au cours d'une cérémonie à la Cité de l'Union africaine. Ce diplomate a travaillé au sein de la cellule Afrique de l'Élysée sous la présidence de François Hollande. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Ballet diplomatique, c'est jeudi 19 septembre au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. C'est en ces lieux que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu tour à tour 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de Côte d'Ivoire, de la République gabonaise, de Suède et de France, venus tous présenter leurs lettres de créance au chef de l'État. Reçu le premier par le président de la République, le nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, Zabavi François Xavier, est détenteur d'une licence en droit. Il a représenté son pays dans plusieurs organes des Nations Unies en qualité notamment de sous-directeur des organisations internationales au département de l'Organisation des Nations Unies et de chargé d'études au département des Nations Unies et des organisations internationales. L'ambassadeur Zabavi a été aussi conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et chef du bureau autonome de la fonction publique à Paris avec rang de directeur. Madame Joséphine Patricia Thiam a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de la République gabonaise en RDC. Elle possède un diplôme des hautes études internationales obtenu à Paris, en France, et un diplôme de conseiller des affaires étrangères. Elle a exercé les fonctions des conseillers des affaires étrangères chargés d'études à la Direction générale de la coopération internationale et des conseillers des affaires étrangères, conseillers politiques lors du mandat du Gabon au sein du Conseil de sécurité d'octobre 2009 à octobre 2011. C'était ensuite au tour du diplomate Joachim Wawerka
d'être reçu par le président de la République. Le nouvel ambassadeur du Royaume de Suède a une maîtrise en sciences et un certificat d'études politiques d'Aix-en-Provence en France. L'ambassadeur Varveka a été notamment directeur adjoint à l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm et ministre conseiller chef des affaires politiques à la mission permanente de la Suède près de l'ONU à New York. La République française, qui organise du 4 au 5 octobre prochain le 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, a un nouvel ambassadeur en RDC. Le diplomate français Rémi Maréchaux a clôturé la série d'audiences auprès du président de la République. Licencié en histoire, le nouvel ambassadeur de France détient un diplôme de magistère des relations internationales et actions à l'étranger et un deuxième diplôme de l'Institut d'études politiques. Rémi Maréchaux a occupé plusieurs postes diplomatiques, notamment à l'administration centrale, direction des affaires africaines et malgaches. Il a été deuxième conseiller à Bangui et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent auprès de l'Union africaine à Addis Abeba. Et puis combien coûte le déplacement du président de la République et sa délégation? La question est de plus en plus posée en ce moment quand on observe à la fois le nombre des voyages mais aussi la pléthore des ministres et mandataires et autres agents qui l'accompagnent. À peine de retour de Chine, le chef de l'État va bientôt s'envoler pour New York afin d'assister à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et bien évidemment, Félix Tshisekedi ne va pas s'y rendre seul. On est loin de l'époque où le chef de l'État rendait l'argent au trésor public après ses déplacements. Ces gestes, applaudis lors des débuts de son premier mandat, ont totalement disparu 6 ans après, laissant place à des délégations pléthoriques pour chacun de ces déplacements, et Dieu seul sait qu'ils ne sont pas minimes. Félix Tshisekedi, qui continue d'entretenir l'ambition de remettre la RDC sur la scène internationale et de dénoncer l'agression que le pays subit face à son voisin rwandais, a déjà fait le tour du monde. À chaque fois, par sympathie ou raison d'efficacité, conseillers, députés, ministres, gouverneurs, mandataires publics et même certains membres de famille sont dans sa suite. On se rappellera des membres du gouvernement piqués comme des poteaux sur la cour des Champs-Élysées, alors que quelques places s'est créées à l'intérieur pour la famille du président de la République. Aussi, ces missions de travail, d'après le témoignage, laissent parfois place à beaucoup de récréation, parfois, tel qu'en Chine tout récemment à l'occasion du FOCAC, plusieurs membres des délégations sont allés plusieurs jours à l'avance et sont rentrés plusieurs jours en retard. Justement, le temps de remplir les démarches pour s'envoler aussitôt à New York, cette fois pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Des déplacements qui ne manquent pas d'affecter les finances publiques, surtout avec la mise en veilleuse de la patrouille financière de l'IGF, qui, pendant un temps, a su limiter les dépenses au strict nécessaire pour tous les voyages. Aujourd'hui, à la merci des prédateurs, les deniers publics risquent un coulage en masse, comme ce fut le cas autrefois. La 12e conférence des présidents des parlements africains a vécu à Johannesburg en présence de la délégation congolaise conduite par le président de l'Assemblée nationale. Prenant la parole, Vital Kamerhe a fait mention de la situation sécuritaire dans l'est du pays, appelant les pays africains à bannir la guerre et à cultiver l'unité sur le continent. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe ne cesse d'intensifier la diplomatie parlementaire, axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique sur le drame que vivent les populations du Nord Kivu et de l'Ituri à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Du haut de la tribune de la 12e conférence des présidents des parlements africains, le professeur Vital Kamerhe a interpellé ses pairs africains sur le danger qu'encourt l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il a fait savoir que, par sa position stratégique, la RDC n'a pas la vocation de faire la guerre à ses voisins, mais elle a plutôt une ambition, celle de booster le développement de l'Afrique. La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange est de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États
d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de nos réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. D'autre part, il a épinglé la position stratégique de la République démocratique du Congo qui lui confère le statut des pays solutions aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie avec le projet Grand Inga et l'hydrographie. Et puis, sur invitation de son homologue espagnol, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabongo Mwadianvita séjourne en Espagne en vue de redynamiser la coopération militaire entre la RDC et l'Espagne. Lors de cette visite, le patron de la Défense nationale a émis le vœu de partager des connaissances sur les meilleures pratiques en matière de la défense et sécurité entre les deux pays. À l'ordre du jour, les renforcements des relations bilatérales en vue de redynamiser la coopération militaire entre la RDC et l'Espagne dans les domaines de sécurité et défense, ainsi que la visite de quelques infrastructures militaires, notamment la base militaire de Valladolid et Académie Royale à Vigo. Au cours de ces échanges avec la ministre de la Défense espagnole, Maria Margarite Fernandez, Guy Kabongo Mwadianvita a émis les vœux de partage des connaissances sur les meilleures pratiques en matière de défense et les renforcements des capacités des forces navales congolaises. Tout en explorant les nouvelles opportunités en termes d'acquisition des équipements, les patrons de la défense nationale est déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, visant la remontée en puissance des forces armées de la République. Et puis cette importante information en bref, Jean-Marie Kassamba, ambassadeur de la paix de Global Leader Peace Award et des valeurs cellule de coordination pour le changement de mentalité, va animer une grande conférence sur la contribution et implication réelle des médias pour un retour effectif de la paix en RDC. L'événement va se dérouler ce samedi au Collège des Hautes Études en stratégie et défense Tchèze à l'occasion de la journée mondiale sur la paix. Ne ratez donc pas cet événement qui sera diffusé sur nos antennes dans nos prochaines éditions. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a annoncé une augmentation significative des recettes judiciaires après la mise en place de l'opération de bancarisation qu'il a lancée le 19 août 2024. Grâce à cette opération, 444 millions de francs congolais ont été collectés en un mois. La bancarisation de recettes judiciaires porte déjà ses fruits. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a à travers un communiqué informé l'opinion publique des résultats encourageants de l'opération de bancarisation de recettes judiciaires. Le guichet de proximité de la Robanque, situé dans l'enceinte du palais de la Justice à Kinshasa, a enregistré 44 millions de francs congolais entre le 19 août et le 16 septembre, un montant bien supérieur aux 112 millions de francs congolais collectés en juin dernier avant l'initiative. Ces recettes, selon le ministre, reflètent les effets tangibles des efforts visant à lutter contre la corruption et le détournement de fonds publics, ainsi qu'à maximiser les ressources financières du secteur judiciaire. Cette réforme, guidée par la note circulaire 007 du 27 juin 2024, vise à bancariser tous les droits, taxes et redevances perçus par le ministère de la Justice. Maître Constant Moutamba considère cette performance comme un motif de fierté, tout en soulignant que le défi à relever pour maintenir et accroître ces résultats dans le mois à venir. Maître Constant Moutamba considère cette performance comme un motif de fierté, tout en soulignant les défis à relever pour maintenir et accroître ces résultats dans le mois à venir. Il a également appelé à maintenir ses efforts pour garantir la transparence financière dans les institutions judiciaires de la République démocratique du Congo. Le garde des Sceaux a réitéré son engagement à poursuivre la lutte contre la corruption dans le cadre de cette réforme.
Le ministre d'État, ministre de la Justice justement, Constant Mutamba, qui a tenu, comme de coutume, jeudi, une audience populaire avec les victimes d'injustice. Au cours de cette audience, le numéro 1 de la justice congolaise a réitéré son engagement à relever l'appareil judiciaire congolais tel que voulu par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Après quelques semaines d'absence liées notamment à la mission des services au Grand Kasaï, suivie de son évacuation vers l'étranger pour l'état de santé, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a prêté oreille attentive ce jeudi 19 septembre 2024 aux victimes de l'injustice et de la justice des plus forts au détriment des faibles. Tour à tour, ils ont défilé devant lui exposant chacun sa demande. Il est le tout-puissant et puis Azana corruption moko terrible. Après qu'on corrompt le Tina Baodi, Toda Kunaba, Azana du coup la tout, Matia Bango. La victime, na moment où on a sokoloba, ba policier bazali, na site na biso ya ba maraîcher, ba militaire ya auditora, na site na biso ya ba maraîcher. Pour sa part, le patron de la justice congolaise a montré sa ferme détermination pour accomplir la volonté du chef de l'État qui voudrait d'une justice distributive sont les plus forts. Bakufa bongo bakenda bazonga na ba cercueil. Mais eloko oyo eko faire reculer biso soki mokete na volonté o toali nango ya ko exécuter mitindo ya mokonzi ya mboka. Ezali ya ko restaurer justice ya mboka, ya ko mettre fin na justice ya bato ya makasi, justice ya bato ya mbongo. Il faut noter que les consultations populaires se tiennent chaque jeudi au palais de la justice par les ministres d'État en présence de certaines autorités judiciaires ainsi que certains élus du peuple. Autre chose à présent, la question de la prise en charge des orphelins et autres vulnérables se pose avec acuité. Dans la ville de Kinshasa, on les retrouve le long des artères aux risques et périls de leur vie. Un nombre limité est pris en charge dans certains centres qui ne disposent parfois pas des ressources adéquates. Nous avons été dans l'un des orphelinats dénommé Cri des orphelins dans la commune de Ngaliema pour se rendre compte des conditions de vie de ces enfants. Regardez. Nous sommes au quartier UPN dans la commune de Ngalema. L'orphelinat Cri des orphelins a ouvert ses portes il y a 15 ans. Actuellement, au moins 75 enfants sont pris en charge dans 5 bébés dans des conditions extrêmement difficiles. Selon les responsables de cette maison d'accueil, ils ne reçoivent aucune subvention du gouvernement. La seule assistance pour venir en aide à ces enfants abandonnés, sans abri et sans parents, viennent souvent de moyens propres et des personnes de bonne foi. Gaston Foutila, internant de cette ONG, explique ici les difficultés qui entourent la prise en charge de ces délaissés. Pour le fonctionnement, en fait, nous se débattons. Il y a des gens qui nous suivent, nous ne partons pas dans le bus et chercher par-ci par-là. Mais dans les émissions, nous avons une émission de l'orphelinat. Et nous lançons des appels pour venir soutenir les enfants. Ofranel est une orpheline de 13 ans, estime que la priorité en ce moment est de se trouver un toit pour poser la tête, car la maison doit déménager pour manque de loyer. On a le droit de vivre, on doit étudier, mais ici comme ici, ce n'est pas chez nous. On vient nous chasser parce que donc on ne paye pas bien, on est vraiment beaucoup. On a vraiment besoin, si quelqu'un peut avoir le moyen de nous donner même un parcelle ou peut-être un endroit. Ebende est l'un des responsables. Il lance un appel de fonds et interpelle les dirigeants au niveau national et provincial en vue de survenir aux besoins de ses enfants. Ici, Kabola, il y a des problèmes qui dans la matière orphelinat. Donc, ce gouvernement va mettre ma malam va mettre na mboka va sombeli bana oyo et si Kabola. La loi sur le droit et la protection des enfants en RDC stipule que tous les enfants ont droit à la vie, la scolarité et la protection. La présidence de l'UDPS que dirige Deo Bizibou a rendu hommage hier aux combattants et militants tués durant l'année 2016, année particulièrement tendue suite à plusieurs soubresauts politiques. Ils sont érigés en martyrs désormais. Pour Deo Bizibou Balola, ce sont des combattants décédés armes à la main dans la conquête de l'état de droit.
2016 ne restera pas oublié à l'UDPS. Deo Bizibou veut faire de l'histoire un modèle pour l'avenir. C'étaient des combattants qui revendiquaient ce qu'ils qualifiaient de respect de la Constitution. Malheureusement, ils sont morts et ne verront jamais le pouvoir conquis 2 années plus tard par leur parti politique. Pour Deo Bizibou, ils font partie de l'UDPS et méritent les hommages dignes pour leur engagement. Nous sommes venus leur rendre les honneurs pour dire qu'ils ne sont pas morts pour rien. Nous sommes heureux d'être aujourd'hui en plein changement. L'ancien régime est passé. Maintenant, nous avons son excellence Félix-Antoine Tshisekedi qui dirige le pays. L'UDPS est donc au pouvoir, quoique n'ayant pas toute la majorité requise, soit 251. Non, nous sommes encore à la conquête. Et nous, moi comme secrétaire général de l'UDPS, à l'intérim bien entendu, je suis venu leur rendre honneur pour dire qu'ils ne sont pas morts pour rien, en prenant l'engagement au nom de tous les combattants de l'UDPS que nous allons continuer à les honorer. Derrière leur leader Deo Bizibou, les cadres et militants de l'UDPS Tshisekedi ont déposé des gerbes de fleurs sur les tombes de leurs camarades dont la mémoire constitue une force sur laquelle s'appuie l'UDPS afin de se maintenir au pouvoir. L'UDPS est là pour venir en appui au chef de l'État, davantage demain plus qu'aujourd'hui. Donc, et ça, dans l'optique de rester au pouvoir au-delà de 2028. Deo Bizibou est pour le moment l'un des rares leaders de l'UDPS à avoir pris une telle initiative depuis la prise de pouvoir du parti. Le secrétaire général a depuis sa désignation annoncé de grandes réformes du parti de Félix Tshisekedi. Explosion au Liban, des beepers et talkie-walkie causant la mort d'une dizaine des personnes dans les rangs du Hezbollah. Le chef de ce groupe, Hassan Nasrallah, a menacé Israël de connaître un terrible châtiment. Il a également annoncé l'ouverture d'une enquête interne dans le but de déterminer comment les appareils de transmission ont été piégés. C'est un nouvel avertissement du chef du Hezbollah libanais. Hassan Nasrallah annonce que ses combattants vont bombarder les nouvelles localités si Israël continue de viser 6 civils. 5 civils syriens. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reconnu ce jeudi 16 septembre que sa formation avait reçu un coup sévère et sans précédent dans l'histoire du Liban, avec des explosions meurtrières, des appareils de transmission du groupe, avertissant Israël que sa riposte serait dans un discours retransmis en direct. Le chef du Hezbollah libanais affirme que l'ennemi voulait tuer pas moins de 5000 personnes en faisant exploser 2 jours de suite les beepers Talkie-One aux mains de membres du puissant mouvement pro-ukrainien. Alors qu'il prononçait son discours retransmis en direct, l'aviation Israël a survolé Beyrouth à basse altitude, franchissant les mers du sang, signalant que depuis les débuts de ces bombardements, les bilans fait état de plusieurs blessés et une dizaine de morts. En sport, handball senior, Coupe d'Afrique des Nations féminines, la République démocratique du Congo, pays organisateur, est logée dans le groupe B aux côtés de l'Angola, la Tunisie, le Cameroun, la Guinée et l'Ouganda. C'est le verdict du tirage au sort effectué jeudi dans la soirée à Kinshasa. Regardez. Une cérémonie en couleur, en présence des figures importantes du sport congolais et africain, dont le ministre des Sports de la RDC, le président de la Fédération d'handball du Congo et le président de la Confédération africaine d'handball. Fait rare dans ce type de compétition, la RDC, pays hôte, a eu le privilège de choisir son groupe, un honneur accordé à sa capitaine, Christiane Mouassissa. Il y a des stratégies avec le sport. Notre choix aujourd'hui, on sait qu'on va travailler petit à petit pour amener le groupe au sommet. En tant que pays organisateur, la RDC aura à cœur de briller sur ses terres, mais la tâche s'annonce ardue. Le groupe B est particulièrement compétitif avec l'Angola comme principal favori. Les Angolaises, qui dominent la scène continentale avec 15 titres à leur actif, seront une sérieuse menace pour les ambitions des Léopards. La Tunisie, autre poids lourd des handball féminin africain, et le Cameroun en pleine montée viendront également jouer leurs cartes. La Guinée et l'Ouganda complètent ce groupe redoutable, apportant leur propre dynamique et ambition dans la compétition. Nous allons faire un effort pour sortir deuxième derrière l'Angola, de sorte que nous puissions l'éviter en demi-finale, parce que nous sommes sûrs de notre équipe que nous pourrions arriver même en finale. 12 nations au total pour prendre part à cette fête continentale de la balle aux 7 mètres, dont le groupe A
on retrouve le Congo-Brazzaville, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, les Cap-Verts ainsi que le Kenya. Cette 26e édition de la CAN Handball Dames revêt une importance particulière pour la RDC car c'est la toute première fois que le pays organise une Coupe d'Afrique des Nations dans n'importe quelle discipline. Parmi les invités de marque figura aussi le boxeur international congolais Martin Bakolé ou encore Constant Omari, ancien président de la Fédération congolaise de football association et premier vice-président de la CAF. Ce sont les conséquences, ce sont les effets collatéraux des infrastructures qui ont été construites. Ça signifie que autant qu'on a construit des infrastructures modernes, cela permet maintenant d'être éligible à l'organisation de certaines compétitions internationales. Du 27 novembre au 7 décembre 2024, Kinshasa sera le centre de l'attention du continent et des férus de la balle aux 7 mètres, avec des matchs qui s'annoncent passionnants et une organisation qui attend placer les pays au premier plan du sport africain. Restons toujours en sport avant de clore ce journal. Après les 9e Jeux de la francophonie, New Southern SARL est la première entreprise à faire la livraison de ses ouvrages. Le gouvernement congolais a réceptionné provisoirement les gymnases de tennis de table. Images et commentaires. Mardi 17 septembre 2024, c'est la date choisie par l'entreprise New Southern SARL pour organiser la remise provisoire du gymnase des tennis de table construit dans les cadres des 9e Jeux de la francophonie au gouvernement congolais, ici représenté par l'Agence congolaise des grands travaux. La visite commence par l'aire de jeu, en passant par tous les compartiments, notamment les bureaux, les salons VIP, les vestiaires, les latrines, la salle de contrôle antidopage, l'infirmerie, la billetterie, pour chuter au chapiteau. Gilbert Sizungu, DG des New Southern SARL, revient ici sur les raisons qui ont motivé cette livraison. J'avais dénoté de petites failles, des corrections qu'on devait faire, et il appartient à l'entreprise, nous, de responsabilité de l'entreprise, de s'acquitter de ses droits. Nous avons signé notre contrat en tant que New Southern. C'était à l'époque de fin ADG, paix à son âme, ingénieur Patrick Mouchamouka. Étant la première entreprise parmi une dizaine qui ont exécuté les travaux, New Southern SARL, par les biais de son DG, interpelle l'État congolais à honorer également ses engagements. Nous sommes en attente de la bonne foi et bonne volonté du gouvernement. Nos factures sont toujours au ministère des Finances qui attendent des autres pays. Et nous attendons, mais nous leur rendons déjà l'ouvrage, nous terminons. Et par soutien aux initiatives, aux actions du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, qui, je sais, lui aussi apprécie notre bonne foi. Après le stade Tata Raphaël, les rendez-vous est donc pris pour les mêmes exercices au stade Bonga Bonga de Barumbu et au stade des Martyrs, où la New Southern SARL a achevé ses travaux. On va prendre les rappels des titres à présent. La 12e conférence des présidents des parlements africains a vécu à Johannesburg avec la participation active de la RDC par son président de l'Assemblée nationale, une occasion pour Vital Kamerhe d'appeler les pays africains à bannir la guerre et à cultiver l'unité sur le continent. Augmentation effective et réelle des recettes judiciaires après la bancarisation. Une somme de 444 millions de francs congolais a été collectée en un mois. L'annonce est du ministre de la Justice, Constant Mutamba. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Nathan Diamouité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalangi, merci. Bonjour également à tous ceux que nous suivent à travers la RDC et dans le monde. À la une de l'actualité, premier sujet que vous avez donc retenu, processus de Luanda, l'Angola, plus que jamais déterminé à restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Eh bien Christian, ce sujet a fait la une de plusieurs journaux parus aujourd'hui à Kinshasa. Info 27 entre en lice et écrit sur sa une processus de Luanda. Félix Tshisekedi reçoit le ministre angolais Tete Antonio, émissaire de Joao Lourenço. Et pour ce quotidien, Christian, Tete Antonio a réitéré l'engagement du président Lourenço à soutenir le peuple congolais dans ses efforts pour restaurer la paix, promouvoir les développements économiques et renforcer les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Ces tabloïds précisent également que cette déclaration témoigne de la volonté de l'Angola d'être un acteur clé dans la stabilisation de la région et de son engagement à collaborer avec les autorités congolaises pour construire un avenir pacifique et prospère. Christian, ce journal rappelle aussi que le processus de Luanda vise à établir un cadre de dialogue entre les différents acteurs impliqués dans les conflits dans l'est de la RDC afin de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC. Et Christian, pour le journal Le Maximum, qui de l'autre côté pointe sur sa une processus de Luanda, focus sur la cessation des hostilités. Il rapporte dans ses colonnes intérieures, la capitale angolaise a abrité du 14 au 15 septembre 2024 la 4e réunion ministérielle entre les délégations de la RDC et du Rwanda dans le cadre du processus dit de Luanda qui vise la résolution du conflit né de l'agression de la RDC par le Rwanda. Christian, ces portails révèlent qu'il s'agissait pour les plénipotentiaires de deux pays réunis sous la médiation angolaise d'avaliser le plan de sortie des crises proposé début août par le président Lourenço afin d'envisager sa mise en œuvre. Et puis le second sujet, le tout dernier d'ailleurs, football, top 10 africain, les léopards de la RDC, triquent les verts. Exactement, Christian Calangé, les classements mensuels de la Fédération internationale de football association FIFA occupent une place de choix dans les colonnes de journaux parus. Et ce vendredi à Kinshasa, pour cette information, Christian, le média en ligne Wise.cd nous révèle qu'il est 10e du classement. La RDC bénéficie de ses récentes prestations lors de deux premières journées des éliminateurs de la CAN Maroc 2025 où elle a battu la Guinée et Conakry 1-0 à Kinshasa et 2-0 face à l'Éthiopie, à Dar es Salaam et occupe la tête du groupe H. Wise.cd poursuit sa plume en notant que cependant elle entre au top 10 de nations africaines et 58e au niveau mondial car elle a fait une bonne prestation aux premières journées de la phase éliminatoire mondiale Canada, Mexique et États-Unis 2026, notamment lors de la rencontre face au Sénégal à Dakar, un but partout. Christian, selon le portail du journal Forum des As, c'est un retour bien mérité et grâce aux récentes performances de l'équipe lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Forum des As note que les victoires décisives contre la Guinée et l'Éthiopie ont permis aux Congolais de commencer brillamment ces qualifications et de retrouver leur rang parmi les grandes nations du football africain. Et pour finir ce tour d'horizon, Christian, le journal La Prospérité, elle annonce le prochain classement de la FIFA au jeudi 24 octobre 2024, dans 35 jours, soit 9 jours après la trêve internationale du mois d'octobre prévue du lundi 7 octobre au mardi 15 octobre. Voilà qui met fin à notre revue de presse d'aujourd'hui. Je remercie Nathan de votre présentation. C'est moi qui vous remercie, Christian. Voilà qui boucle complètement ce journal. Madame, Messieurs, je remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.